Bonjour tout le monde, bienvenue sur les webinaires éco de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce webinaire est dédié aux artisans et il a pour objectif de vous informer sur comment relancer votre activité commerciale efficacement et durablement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Je suis en train de le créer. Normalement, vous devriez l'avoir. Donc ce lien, en fait, est un lien pour découvrir l'ensemble des prochains webinaires éco du mois de mai. Certaines thématiques comme comment bien gérer sa trésorerie dans un contexte de crise pourraient vous... vous avez aussi un chat sur ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions. Nous ferons une sélection tout au long de la présentation et à la fin, nous poserons vos questions à nos experts. Vous avez aussi un onglet sondage. N'hésitez pas à le consulter. Nous pourrons vous poser des questions. Si vous avez un problème de son, d'image, de chargement de la page, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur, ça peut résoudre les problèmes. Si vous rencontrez toujours ces problèmes, pas de souci, un mail à la fin vous sera envoyé avec un lien pour le replay. Nous allons essayer de respecter le timing qui est d'1 heure et de vous satisfaire au maximum. Aujourd'hui sont présents pour ce webinaire Jacques Sénélard, qui est directeur adjoint entreprise à la CMA Hauts-de-France, Thomas Edeza et Aline Simonowski, chargée de développement économique à la CMA, et moi-même, Maureen Bransard, chef de produit marketing client et entreprise. Du coup, je vais laisser la parole à Thomas et Aline et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, je suis Thomas Edeza, je suis chargé de développement économique à la Chambre de métiers et nous allons être ensemble aujourd'hui pendant au moins 1 heure sur cette thématique de comment développer. Je vais laisser Aline se présenter rapidement pour vous donner ensuite le rouler. Si Aline est présente, évidemment. Je suis là. Bonjour à tous. Donc, j'interviendrai moi dans un second temps et je serai présente auprès de Thomas pour être mieux. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, Maureen l'a un petit peu dit, mais je vais le développer, c'est de bien comprendre ce que c'est le développement commercial, surtout ce que ça veut dire pour une entreprise artisanale. Comment est-ce qu'on y arrive au rebond, connaître les moyens pour établir une stratégie solide et durable, et du coup connaître les outils et puis les utiliser, donc avoir les bons outils pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc, le but, c'est pas de faire aujourd'hui de vous des experts en développement commercial. En 1 heure, on ne devient pas expert en développement commercial. Par contre, pour la suite, établir cette stratégie. Cette stratégie, le mieux que vous puissiez faire, c'est l'élaborer vous et vous faire accompagner en même temps pour avoir un avis extérieur stratégie. Donc voilà, le sommaire, il se présente comme c'est présenté ici. Donc en premier, nous allons voir c'est quoi le développement artisanal pour une entreprise artisanale. Le développement commercial, pardon, pour une entreprise artisanale. Puis nous allons connaître l'évolution dans son secteur d'activité, donc l'impact de la crise liée au coronavirus, la mise en valeur de l'artisanat par exemple, mais ces grosses évolutions qui ont lieu dans votre secteur d'activité, qu'elles soient actuelles, le passé, mais toujours d'actualité. Nous allons ensuite voir l'utilisation de la base de données client, donc ce qui est un outil efficace. On va voir et comment est-ce qu'on le met en place. Par la suite, nous allons voir l'approche des modes de consommation. Dans cette partie, on se mettra à la place du client et on va essayer de voir comment est-ce qu'un client perçoit votre entreprise et les pistes qu'on peut en tirer par la suite. On a aussi une petite partie sur l'utilisation des outils numériques. Quels outils sont efficaces, quels outils sont moins efficaces et surtout quels outils sont adaptés. Et c'est bien tout le thème sous-jacent du webinaire d'aujourd'hui. Ça va être de comprendre à quel point les stratégies vont être adaptées à votre entreprise. Et pour finir, nous verrons, du coup ça sera présenté par Aline, comment la Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne. Quel dispositif existe aujourd'hui pour vous accompagner dans cette stratégie commerciale, parce que vous n'êtes pas seul. Et s'il y a bien une chose qu'il faudra retenir, c'est que l'accompagnement sera la clé de votre succès sur cette stratégie commerciale. Donc la première partie qu'on a intitulée définition du développement commercial, elle reprend les caractéristiques du développement commercial
pour une entreprise artisanale. Une entreprise artisanale, dans sa définition, elle a forcément moins de 11 salariés. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de salariés dédiés à la mise en place de la stratégie. Elle a des moyens financiers limités. Le fait de ne pas avoir de salariés dédiés à la mise en place de la stratégie, eh ben, ça veut dire tout simplement que la stratégie, c'est vous qui allez devoir l'élaborer et la réaliser. Les moyens financiers limités, eux, ils vont avoir un grand impact. Ça veut dire que votre stratégie, elle doit être extrêmement précise et elle ne peut pas se limiter à mettre juste des moyens financiers parce qu'ils vont être limités sur la table. Donc, ça va être d'élaborer quelque chose qui soit adapté à votre entreprise et qui réponde aux besoins de vos clients. Voilà. Souvent, dans nos accompagnements, on a des artisans qui ont des envies de création de sites Internet parce qu'ils pensent que le développement commercial, ça passe par la création d'un site Internet. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Le site Internet, c'est un des outils. C'est parfois un bon outil. Parfois, c'est un outil qui est inefficace. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un outil qui coûte assez cher. Donc, pour le mettre en place, il y a des méthodes et surtout, il n'est pas adapté à tous. Donc, le but, ça va être de bien comprendre qu'est-ce qui est adapté. Donc, une entreprise artisanale, elle doit forcément se fixer une ligne directrice qui est à suivre. Donc, il faut identifier les freins, les leviers d'action que vous allez pouvoir obtenir pour votre développement commercial. Donc, pour ça, il faut bien évidemment connaître ces moyens d'action, les outils que vous pouvez mobiliser. Et c'est bien surtout les identifier. Vous voyez, je vous ai fait une définition pour commencer de ce que c'est, par exemple, une bonne stratégie. Donc, j'ai pris un exemple. Madame Michel, elle est coiffeuse. Elle souhaite rebondir et redynamiser son chiffre d'affaires suite au confinement. Comme beaucoup d'activités, pendant le confinement, elle n'a pas eu du tout de clients. Elle ne dispose pas de moyens financiers énormes et elle a encore moins de salariés qui peut s'occuper de la stratégie. C'est donc elle qui va le faire. En tant que chef d'entreprise, si elle veut garder sa clientèle et en développer une nouvelle, c'est à elle d'élaborer sa stratégie commerciale. Et ça, c'est le cas dans absolument toutes les activités artisanales que vous vous occupez. Donc, la première étape, c'est qu'elle commence par faire un bilan de ce qu'elle propose à ses clients habituellement. Elle fait un bilan de son offre commerciale. Elle regarde un petit peu. Ensuite, elle va regarder l'évolution du marché. Donc, qu'est-ce que les clients souhaitent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis, la troisième étape, c'est que en ayant fait ces deux premières étapes, elle se rend compte que les clients, ils voudront peut-être plus attendre en salon. Et en plus, c'est maintenant une interdiction légale. Vous ne pouvez pas faire patienter vos clients dans les salons de coiffure, sauf si vous avez vraiment beaucoup d'espace dédié. Donc, la plupart du temps, les artisans coiffeurs ne peuvent pas faire attendre les clients dans leur salon de coiffure. Donc, voyant ça, elle met en place une stratégie. Elle met en place les 100 rendez-vous, le rendez-vous justement. Elle met fin aux 100 rendez-vous. Donc, elle remplace ce système par un système de réservation en ligne. Donc, il y en a beaucoup des sites qui existent. Donc, elle fait ça. Elle met en place un système de réservation en ligne. Vous voyez, pas très onéreux, pas une perte de temps énorme, une stratégie adaptée. Le résultat, le nombre de réservations qu'elle a, ça lui permet d'optimiser le temps de travail, de retrouver sa clientèle et même d'en conquérir une nouvelle. Parce que le fait d'avoir un système de réservation en ligne via, par exemple, un site tiers, ça permet de faire que l'entreprise, le salon de coiffure est plus connu et il apparaît plus vite dans les moteurs de recherche. Donc, de par son action, elle a un double effet. Elle répond à la crainte de ses clients qui, pendant le confinement, ont eu peur et du coup, en phase de déconfinement, ne sont pas forcément en confiance. Ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans un salon où il y a beaucoup de gens. Donc, ce système de réservation, ça lui permet de répondre à cette demande. Et en plus, le bénéfice, c'est qu'elle se retrouve plus vite en haut de la liste des coiffeurs dans sa région et dans sa localité, ce qui fait qu'elle a une meilleure visibilité Internet. Donc, double effet. Vous voyez, ça, c'est une bonne stratégie commerciale, typiquement. Donc, les étapes qu'on a vues juste avant avec cet exemple introductif, c'est les étapes qu'on va maintenant un petit peu décrire. Donc, la bonne chose à faire, c'est de connaître les évolutions dans son secteur d'activité, notamment liées à la crise actuelle, mais pas que. Donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître les évolutions dans son secteur d'activité? Les grandes étapes, c'est en premier de consulter régulièrement des revues spécialisées. Les revues spécialisées, c'est pas que les revues que vous trouvez en version papier.
À l'ère du numérique, les revues se retrouvent beaucoup plus en ligne. Donc le but, c'est de connaître les dernières tendances du marché. Où est-ce que vous trouvez ces revues spécialisées? J'ai souvent la question. Alors ces revues spécialisées, par exemple, si je reprends l'exemple de Madame Michel qui est coiffeuse, elle a forcément des revues qu'elle connaît qui sont spécialisées dans le domaine de la coiffure. Il y a certains domaines qui n'ont pas de revues spécialisées parce que c'est des niches. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait consulter les fiches métiers que vous retrouvez soit sur BPI, soit vous les retrouvez aussi sur le site de l'INSEE. Le site de l'INSEE va mettre à disposition des statistiques qui vont vous permettre de regarder les tendances actuelles dans votre secteur d'activité, ce qu'on appelle aussi des fiches métiers. Dans un deuxième temps, ce qui est important à faire, c'est d'échanger avec des professionnels du secteur. Vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est bien important de le noter. Ça veut dire notamment que plus vous allez être en lien avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité, plus vous allez comprendre et connaître les nouvelles tendances du marché. Si je reprends Madame Michel encore une fois, vous voyez, dans sa stratégie, elle a identifié certes que les clients, ils avaient peur de retourner en salon sans conditions particulières, mais elle a dû forcément parler à des collègues coiffeurs qu'elle connaît et qui lui ont dit, nous, ça fait longtemps qu'on passe par exemple par Planity ou par un autre système. Ce système, il fonctionne et c'est parce qu'elle a entendu ses collègues aussi en parler qu'elle sait que c'est quelque chose qui était tout à fait possible et qui était même raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'elle a identifié cette stratégie-là. Donc, le fait d'échanger régulièrement avec des professionnels du secteur, ça va forcément être bénéfique pour vous. La constitution d'un réseau professionnel, c'est essentiel. Que ça soit dans votre stratégie commerciale, mais même de manière générale, c'est évidemment un bon réflexe que vous devez garder et que vous devez développer. Ce réseau professionnel, c'est une des clés de votre réussite. C'est par ce réseau professionnel que vous allez développer votre chiffre d'affaires et que vous allez avoir de nouvelles idées. La dernière étape, mais qui est pas moins importante, c'est celle de participer à des événements. Les grands salons qui ont lieu, qu'ils soient internationaux ou locaux. Alors pour l'instant, évidemment, on ne peut pas y participer. Mais typiquement, aujourd'hui, vous participez à un type d'événement qui est ce webinar, et c'est une bonne démarche. Mais c'est une démarche qu'il faut compléter, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous n'allez pas élaborer toute votre stratégie. Le fait de participer à des événements, des réunions, qu'elles soient en physique ou en distance, ou alors des salons, c'est un bon réflexe aussi, et c'est une des premières étapes pour ensuite développer son chiffre d'affaires. Vous le voyez dans ce que je vous ai présenté pour l'instant, vous ne dépensez pas d'argent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des démarches onéreuses. Vous utilisez simplement le bon sens artisan pour développer ce chiffre d'affaires. Donc les évolutions récentes. Alors forcément, la crise du coronavirus, qu'on appelle aussi Covid-19, que nous vivons actuellement, a des grandes incidences sur les activités artisanales. Et ça sur toutes les activités artisanales. Du coiffeur au peintre en bâtiment, tout le monde est impacté. Des nouveaux réflexes sont donc à adopter. Le premier, c'est celui de la vente et de la réservation à distance. Pourquoi? Non seulement parce que vous réduisez les risques de circulation du virus, mais aussi parce que vous répondez à une nouvelle demande qui est de plus en plus forte et qui s'accentue parce que cette demande de vente et de réservation à distance, elle n'existe pas que depuis le coronavirus. Ça fait une bonne dizaine d'années que tous les ans, la vente à distance s'intensifie. En tant qu'artisan, vous devez de vous positionner votre activité sur ce marché de la vente à distance. Tout n'est pas réalisable, mais dans les limites de votre possible, vous devez envisager ces ventes et ces réservations à distance. Donc, des nouveaux services qui sont à envisager. La livraison, par exemple, je reprends un exemple tout à fait courant, les fleuristes qui ont fait de la livraison, parfois même pendant le confinement, car c'était autorisé de faire de la livraison de fleurs. Vous pouvez passer par un tiers ou vous pouvez réaliser les livraisons vous-même. Si vous passez par un tiers, je vous conseille de regarder le pourcentage qu'il va prendre sur la livraison. Ça peut parfois être assez impressionnant et être un frein au développement de votre chiffre d'affaires. Si vous réalisez vous-même les livraisons, à ce moment-là, ce qui peut être bien, c'est de faire des livraisons le même jour dans un même secteur géographique pour éviter de multiplier les coûts. Des conseils à distance.
par téléphone ou par visio, c'est aussi essentiel. Et ça, pour l'intégralité des activités que l'on peut envisager. Si je reprends quelqu'un qui est dans le bâtiment, par exemple, peut-être, et je le montre dans un exemple juste après, que faire un devis à distance, c'est possible. Peut-être pas. Je ne dis pas que c'est forcément applicable à tous. Si je fais de l'esthétique, peut-être qu'avant de faire venir la personne en magasin, peut-être que en boutique, pardon, je peux peut-être lui proposer de faire du conseil à distance. C'est-à-dire de faire un compte-rendu de l'état de sa peau, par exemple, et de regarder un petit peu grâce à la caméra où elle en est, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, et du coup lui offrir la meilleure offre de service possible. Et surtout, et ça c'est une des choses essentielles que la crise du coronavirus a révélé, les gens, les clients sont attachés au fait de consommer localement, de consommer de l'artisanat. Donc valorisez-le. Montrez que vos prestations ou vos produits sont d'origine artisanale. Affichez-le. C'est aujourd'hui un atout, ça l'était hier et ça le sera encore plus demain. Pour ça, la Chambre de métier vous propose par exemple de vous accompagner et de mettre en place un label de charte qualité qui peut être adapté selon votre type d'activité, mais aussi selon votre niveau d'exigence et selon celui que nous envisagerons avec vous. Le but, c'est bien de valoriser l'artisanat, de faire savoir que vous êtes artisan, mais surtout un artisan de qualité. Utilisez les outils qu'on vous propose surtout. Encore une fois, je repars sur un exemple pour essayer d'être concret et d'être un peu plus dynamique. J'ai essayé à chaque partie de mettre des exemples. Donc là, j'ai pris l'exemple de Monsieur Bonpinceau, qui lui est peintre en bâtiment. Il constate que malgré le déconfinement, son activité a du mal à reprendre. Aujourd'hui, on estime qu'à la fin du mois, 70% des activités dans le bâtiment auront reprise. C'est-à-dire que 30% n'auront pas reprise. Pourquoi ? Parce que les clients ont peur et parce que certains travaux publics n'ont pas encore repris. Même s'ils reprennent petit à petit, avoir une stratégie pour l'accompagner, c'est évidemment une bonne chose à faire. Donc, ils cherchent des solutions pour retrouver un niveau satisfaisant d'activité. Le problème qu'ils identifient, c'est que les particuliers refusent que ce dernier intervienne chez eux. Ils ont peur d'avoir quelqu'un qui le reçoive chez eux. Ils ont déjà peur quand ils reçoivent de la famille. Alors, si c'est pour des travaux qui ne sont pas forcément essentiels, ils ont encore plus peur. Bon, Monsieur Bonpinceau, il n'est pas né hier. Il a compris. Il analyse la situation. Et puis, après avoir discuté avec d'autres professionnels du secteur, et puis s'être renseigné auprès d'un conseiller CMA, il apprend que c'est possible de réaliser des devis à distance. Pas pour tout. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout faire à distance. Mais il propose à ses clients de le faire. Donc, il va se renseigner sur les mesures de protection sanitaire à adopter pour éviter les contaminations. Et puis, il va proposer aux clients de réaliser les devis à distance. Certains clients vont accepter, d'autres pas accepter. Et d'autres vont être très surpris par cette démarche et par simple curiosité vont accepter un devis à distance. Juste pour tenter l'expérience. Et bien, vous voyez, une fois qu'il aura réalisé son devis à distance et qu'il aura expliqué sa démarche sanitaire, il aura rassuré le client parce qu'il aura eu un premier contact avec eux, à distance certes, mais dans lequel il va pouvoir expliquer sa démarche sanitaire. Port de masque, respect des distances de sécurité, et il va même en profiter pour leur proposer un service complémentaire de nettoyage virucide. Quelque chose d'assez simple à mettre en place pour lui, qui n'est pas très coûteux, qui vaut même pas cher du tout, et qui lui permet à la fin de son chantier de nettoyer avec un virucide. Comme ça, pas de trace de son intervention d'un point de vue sanitaire. Et bien, vous voyez, grâce à ces explications qu'il a faites à distance et au diagnostic qu'il a pu faire, il a gagné des clients. Les clients, ils vont forcément réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il aura du 100% de réussite avec ses devis à distance, mais ça veut dire qu'il va utiliser un des outils qui seront à sa disposition pour mettre en place une nouvelle stratégie qu'il n'avait pas envisagée. Il saisit sa chance suite au coronavirus pour activer un levier qu'il n'avait pour l'instant pas encore activé. Alors, sur la partie 3, nous l'avons intitulée « Création et utilisation de la base de données ». La base de données, donc c'est la base de données client, c'est un des outils principaux. J'ai envie de dire que c'est même la base du développement commercial et de votre stratégie. Elle va être faite sur cette base de données. Deux cas de figure. Vous n'avez pas de base de données. Bon, là, il va falloir envisager de le faire. Parce que vous vous êtes rendu compte que quelqu'un forcément qui a une base de données, il a un potentiel client qui est plus important que vous.
Donc, comment est-ce que je fais pour mettre en place cette base de données? Ce fichier client, parce qu'on dit base de données, ça peut être aussi appelé fiche client. Mais à chaque fois que j'ai un client, je lui demande ses coordonnées. Surtout, je respecte les procédures de la RGPD. La présentation d'aujourd'hui n'est pas sur la RGPD. Retenez juste que pour avoir ces données clients, il faut respecter un certain nombre de règles sur notamment la destruction des données au bout d'un certain moment, le classement de ces données et tout ce qui est lié à la sécurité de ces données. Vous ne pouvez pas utiliser les données ad vitam aeternam, c'est-à-dire que vous avez forcément une date de péremption de ces données. Le but est bien de respecter la RGPD, mais de constituer ce fichier client. Donc, une fois que j'ai le client en face de moi, donc je lui demande ses coordonnées et j'en profite aussi pour lui demander s'il est intéressé par d'éventuelles promotions. Je le sonde un petit peu. Je l'utilise et je me dis, est-ce que ça peut être bien de lui envoyer quelque chose ou pas? Si je vois qu'il n'est pas intéressé, dans mon fichier client, à côté de lui, je mets soit en place un code couleur, et par exemple, je le mets en rouge, car il ne sera pas intéressé par mes promotions, ou alors je le mets par exemple en vert, pour dire qu'il sera intéressé par mes promotions, ce qui permet de créer un premier filtre. Bon. Deuxième cas de figure, j'ai déjà une base de données, ou alors je viens de la constituer grâce aux étapes que nous avons définies précédemment. Surtout, j'utilise intelligemment cette base de données. Une base de données, c'est une base solide, mais ça ne vous permet pas de tout faire. Surtout, si vous l'utilisez mal, ça peut faire fuir vos clients à l'avenir. Donc, grâce à un outil de traitement, j'ai pris un exemple Excel parce que Excel, c'est le plus connu et c'est souvent le plus simple d'utilisation. Je trie les clients selon leur fréquence d'usage. Pour les clients les plus fidèles, je mets en place une vente privée ou une réduction sur mes prestations à venir. Bon. Excel, vous pouvez rentrer sur un tableur Excel beaucoup de données. Vous pouvez rentrer par exemple le code couleur dont je vous ai parlé juste avant. Et par exemple, ça vous permet de trier ceux qui sont en vert, donc qui sont intéressés par d'éventuelles promotions, qui vous l'ont dit. Ça vous permet par la suite de communiquer avec eux. Vous pouvez aussi mettre par exemple la date du dernier achat et le nombre d'achats effectués sur les 12 derniers mois. Ça va vous donner aussi votre clientèle la plus fidèle. Évidemment, vous ne considérez pas de la même manière quelqu'un qui a fait un achat ponctuel dans chez vous une fois par an, par exemple, que quelqu'un qui vient toutes les semaines. La personne qui vient toutes les semaines, elle sera forcément intéressée par vos promotions. Donc, votre système promotionnel, lui, sera forcément avantageux parce qu'elle vient toutes les semaines. Mais vous ne pouvez pas oublier la personne qui est venue qu'une seule fois. Vous allez juste adapter votre stratégie commerciale par rapport à ça. Vous allez, par exemple, lui proposer un type de rendez-vous différent ou alors communiquer auprès d'elle, mais de manière différente. Bref, cet outil qui est Excel et donc qui va classer votre fichier client, il vous permet de trier vos clients selon différents critères que vous êtes en capacité, vous, de mettre en place. Encore une fois, et je réinsiste dessus, Excel, c'est un outil qui est relativement simple. Maintenant, si vous avez besoin d'accompagnement sur l'utilisation d'Excel, nous avons en chambre des numériciens qui peuvent vous apprendre à utiliser Excel et qui peuvent vous apprendre à mettre en place, par exemple, des filtres pour pouvoir utiliser cette base client. Comme d'habitude, sur chaque partie, je reprends un exemple. Cette fois, je reprends l'exemple de Monsieur Bonchoco. Comme son nom l'indique, il est chocolatier. Son activité a été impactée, voire fortement impactée par la crise du coronavirus. Covid-19, c'est pareil. Et par le confinement. Bon, il a un petit peu regardé pour Pâques, il a eu d'énormes pertes. Et forcément, un chocolatier, au moment de Pâques, ça vend beaucoup de chocolat. Et puis, il s'est rendu compte que sur 2 mois, son activité, il n'y avait pas grand-chose. Mais il se dit, je vais rattraper un petit peu le coup avec la fête des mères. Donc, pour la fête des mères, il souhaite relancer son activité pour compenser les pertes. Il ne compensera pas l'intégralité des pertes qu'il a eues. Et ce n'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet, ce n'est pas de récupérer tout ce que vous avez perdu pendant le confinement. L'objet, c'est de rebondir, de faire en sorte que cet impact que vous avez eu, vous puissiez y répondre. Donc, pour la fête des mères, il souhaite relancer son activité pour compenser les pertes et il dispose d'une base de données solide qu'il a constituée seul ou qu'il a constituée grâce aussi à quelqu'un de la chambre de métier. Dans un premier temps, il prend en compte les personnes qui ont effectué des achats dans sa boutique uniquement sur les 12 derniers mois. On aurait pu imaginer qu'il le fasse que sur les 6 derniers mois ou alors qu'il cible que les personnes qui ont effectué des achats durant la période de la fête des mères de l'an passé. On peut y imaginer plein de cas de figure.
En l'occurrence, lui, il prend les 12 derniers mois uniquement. Et puis, il met en place un SMS. Il met en place un SMS qui permet de mettre en avant l'artisanat. Donc, dans le SMS, il glisse subtilement le fait que ces chocolats, c'est pas des chocolats industriels. Ce sont des chocolats qui sont issus de l'artisanat. Donc, il valorise le savoir-faire, il valorise son terroir et il met en avant aussi un nouveau service qu'il a lancé parce que c'est dans toute sa stratégie commerciale. Il a envisagé le fait d'avoir un service de livraison. Et ça, il le met en avant, il le met dans son SMS. Il dit, voilà, promotion, moins 10% sur les chocolats, service de livraison gratuit pendant la fête des mères. Le résultat, il est, à mon avis, assez évident, c'est qu'il aura des commandes qui vont se faire grâce à ce SMS. Le but, ça va être de mettre en place une stratégie, qu'elle soit par SMS ou par mail, qui ne vous demande pas un temps incroyable. Vous voyez, typiquement, lui, il a fait, grosso modo, 2 grandes étapes. La première, il a effectué un filtre sur sa base de données, sur son fichier client. Il a pris qu'un certain nombre de clients pour pas en avoir à contacter un répertoire de 5000 clients, mais peut-être que de 1000 clients. Donc, il a réduit son filtre. Il a imaginé un SMS. Un SMS, ça prend pas 2 semaines à s'écrire. Ça prend, si vous prenez le temps, 1 heure, 2 heures maximum. Il a rédigé un SMS générique, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas adapté à tous ses clients. Il a une liste de 1000 clients. Il a mis en place un service de SMS. Ce SMS, il l'imagine en étant malin, je veux dire. Ce qu'il fait, c'est tout à fait logique. Il met en avant l'artisanat, le savoir-faire et son nouveau service de livraison. Il trouve une belle formule, ou alors il se fait aider. Il a quelqu'un autour de lui qui est capable de trouver une belle formule. Bon, une fois qu'il a formulé le SMS, qu'il a trié les clients à qui il veut l'envoyer, il y a des solutions. Hein. C'est soit payant grâce à un logiciel qui va vous permettre d'envoyer des SMS à distance, soit vous envoyez des SMS vous-même. Là, c'est un petit peu plus fastidieux parce que forcément, vous devez faire l'envoi de SMS de manière manuelle. Mais ça ne lui a pas coûté grand-chose. Et c'est une stratégie qui aura des effets. Parce qu'il ne va pas contacter n'importe qui. Il met pas des prospectus dans une boîte aux lettres de personnes qu'il ne connaît pas. Il envoie des SMS à des gens qu'il a déjà eu en face de lui, des consommateurs de ses produits. Ce qu'il faut bien avoir en tête pour la base de données, et ce qui est quand même très important, c'est que pour l'utiliser, il faut avoir conscience du fait qu'une base de données, ça se met à jour. Une base de données, elle n'est pas telle qu'elle utilisable tout le temps. Déjà parce qu'il y a la RGPD, et comme je vous l'ai dit, vous allez devoir supprimer petit à petit des clients qui ne viennent plus chez vous, car ils ne sont plus clients et vous n'avez pas le droit de conserver leurs données. Donc il y a déjà cet écrémage qui est fait par la RGPD. Et puis, on considère, d'après diverses études, qu'au bout d'un an, au moins 30% de la base de données elle est obsolète, parce que les gens ont changé d'adresse mail, de numéro de téléphone, d'adresse postale. Les gens ne sont tout simplement plus consommateurs de vos produits. Ils ont trouvé d'autres boutiques et ne sont plus vos clients, ne sont plus intéressés par votre produit. Ça existe. Et on sait qu'en général, 1/3 de votre base de données, au bout d'un an, elle est obsolète. C'est pour ça qu'il faut continuer cet effort à chaque fois que vous avez un client, de rentrer ses coordonnées sur un fichier informatique. Ça vous permet d'avoir une base de données solide à jour. Connaître sa base de données, c'est essentiel. Car si vous avez simplement une liste de personnes qui sont venues chez vous mais que vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous ne pourrez pas l'utiliser. Plus vous allez fidéliser vos clients, plus vous allez élaborer des stratégies avec eux, plus ça sera efficace. C'est-à-dire que, tiens, si j'ai Madame Michel qui est ma cliente, moi je suis Monsieur Bonchoco, Madame Michel est ma cliente, eh bien, qui est Madame Michel? Je dis pas qu'il faut connaître par cœur tous ses clients, c'est pas ce que je dis. Mais si elle devient bonne cliente, si je la vois régulièrement 1 fois par semaine, c'est intéressant de le noter. C'est intéressant de noter dans ma base de données que c'est une cliente fidèle. Donc d'avoir un système de tri. Connaître sa base de données, c'est connaître les habitudes de ses consommateurs. La partie 4, qui s'intitule l'approche des clients, elle est très importante. Elle vous permet de vous mettre à la place du client et de comprendre quels sont les besoins du client. On est tous consommateurs de certains produits. C'est-à-dire que même les fleuristes sont consommateurs de fleurs. Et même certains fleuristes vont chez d'autres fleuristes. Ça existe. Certains chocolatiers, peut-être qu'ils ne vont pas prendre de chocolat autre part, mais qu'ils vont prendre des pâtisseries.
Bref, on est tous clients de quelqu'un. Donc, le but de cette approche client, c'est de vous mettre à la place de vos clients à vous. Donc, il s'agit de se poser les questions qu'un client se pose. Actuellement, par exemple, vos clients sortent d'une période difficile, anxiogène. Donc, il s'agit de les rassurer et de comprendre leurs envies. On avait pris l'exemple tout à l'heure du coiffeur qui, parce que ses clients et la réglementation ont changé et ont peur d'attendre dans un espace confiné avec d'autres personnes, lui, il a fait réservation en ligne, ce coiffeur. Et la réservation en ligne, ça permet de répondre à cette problématique. Donc, il s'est mis à la place de son client. Il s'est dit, est-ce que moi, j'aurais envie d'attendre si j'allais acheter un produit ou si j'allais consommer un service, d'attendre dans une salle dans laquelle il y a beaucoup de gens? Non. Donc, cette question, il a trouvé que c'était du bon sens de se la poser. Et derrière, il a mis en place une stratégie efficace. Donc, pour ça, il faut connaître les nouvelles tendances de consommation. Actuellement, par exemple, les commandes en ligne, elles explosent. Ça confirme une tendance de plusieurs années, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est pas une tendance qui a émergé uniquement au moment du confinement le 16 mars. Non. Les commandes en ligne de produits, qui soient d'ailleurs artisanaux ou classiques, d'origine industrielle, ça fait très longtemps qu'on commande en ligne et de plus en plus. Et c'est pareil pour les réservations à distance. Ça se faisait déjà avant et ça se fera de plus en plus. Donc cette tendance de consommation, c'est pas une tendance légère ou une tendance volatile, c'est une tendance lourde de marché qui est imprégnée dans maintenant l'ensemble du marché. Avant, les artisans étaient un petit peu en dehors de cela. C'est de moins en moins le cas et c'est de plus en plus une stratégie qu'il faut intégrer. Ces choses à distance sont aujourd'hui essentielles. La distance, et j'en ai bien conscience, pour les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique et Internet, ça peut sembler terrifiant. Pour répondre à cette peur que vous pouvez avoir, à cette angoisse du numérique que vous pouvez avoir, il y a déjà de l'accompagnement numérique, c'est-à-dire qu'en chambre de métier, on peut vous accompagner. Mais surtout, le à distance, ça ne veut pas forcément dire par de l'outil informatique et numérique. Oui, c'est un plus de l'avoir. Mais vous pouvez très bien faire des SMS, vous pouvez très bien passer des appels téléphoniques. La distance, c'est une stratégie qui fait qu'on n'est juste pas en direct. Avant qu'on ait Internet, on faisait déjà des stratégies à distance, moins efficaces, moins ciblées, mais ça existait déjà. Le but, c'est d'envisager avec votre activité, qu'est-ce qui convient le mieux. Parfois, il y a des activités où évidemment le numérique s'impose. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on ne va pas envoyer un courrier postal pour inviter des gens à venir dans notre salon de coiffure, alors qu'il y a des outils de réservation en ligne. C'est pas ce que je dis. Par contre, décrocher son téléphone sur un client qu'on avait bien identifié et qui fait venir, par exemple, qui est, je sais pas, porteur de la bonne parole auprès de sa famille, ça peut être intéressant de l'appeler. Vous voyez, cette stratégie, elle s'envisage selon votre activité et selon ce que vous savez faire. D'où l'importance de faire un bilan de compétences. La question du pouvoir d'achat, elle est essentielle. Elle l'était hier, elle l'est plus aujourd'hui et elle le sera encore plus demain, car la crise économique que nous allons connaître ne fait que commencer. Le chômage va forcément repartir à la hausse et ça veut dire que les ménages comme les entreprises, elles ont un pouvoir d'achat qui a commencé à diminuer, qui, on l'espère, diminuera peu, mais possiblement diminuera beaucoup. Donc, vous allez devoir vous poser cette question existentielle pour votre entreprise. Est-ce que mes anciens clients vont avoir les moyens de s'offrir mes prestations ou mes produits aux sorties de la crise? Et cette question, elle est très importante. Parce que si vous n'y répondez pas, si vous ne vous posez pas cette question, vous risquez de perdre certains de vos clients qui sont pourtant fidèles depuis longtemps, mais qui n'ont juste plus les moyens de s'offrir vos prestations. Alors vous pourrez me dire, c'est pas grave, parce que si ces clients-là ne sont plus consommateurs de ces prestations-là, eh ben d'autres les consommeront peut-être, mais aussi peut-être pas. Et donc à vous de savoir vous adapter. Si vous voyez que vos prestations sont trop chères, je vous dis pas que vous devez diviser le prix de vos coupes de cheveux par 2. Mais c'est peut-être d'envisager, par exemple, et je sais que ça se faisait chez certains coiffeurs, peut-être d'envisager de dire aux gens, eh bien, nous ne faisons plus de shampoing sur place, les shampoings sont à faire chez vous. Ou alors, si vous faites le shampoing sur place, vous le faites vous-même. Ça réduit les coûts, parce qu'il n'y a pas un coiffeur derrière le bac à shampoing. Je vous donne cet exemple. Ça peut être le cas dans le bâtiment. Ok, oui, je suis peintre en bâtiment, je vais venir chez vous pour refaire la peinture. Par contre, si vous voulez faire baisser le devis,
pour que moi, ça soit toujours rentable, que je puisse intervenir et faire baisser le prix, peut-être qu'avant que je vienne, vous allez faire la préparation vous-même. Vous allez peut-être frotter vos murs, vous allez peut-être enlever le papier peint existant en lui donnant une procédure et en lui faisant un prix. Je dis pas que c'est la seule bonne solution, ce que j'évoque, mais voyez, c'est des pistes de stratégie qui peuvent être utilisées par la suite. La question du pouvoir d'achat, elle va être au cœur de votre stratégie commerciale. Si vous ne vous posez pas cette question, vos clients se la posent. Donc le fait de se mettre à la place du client, ça va vous faire relativiser aussi vos prix de prestation. Le prix se fixe toujours par deux facteurs, hein. On est bien d'accord qu'il y a autant le facteur psychologique que je suis en train d'évoquer du client, quel prix est-ce que lui, il est prêt à payer, que vous, vos obligations en termes de modèle économique. C'est pour ça que le tout n'est pas juste de faire baisser son prix, mais bien d'adapter toute votre offre de service. Donc j'ai remis en place un exercice. Madame Belpo, elle est esthéticienne en institut. Suite à la crise du coronavirus, elle souhaite relancer son chiffre d'affaires. Elle proposait des soins premium à 100 €. Et elle dispose d'une clientèle fidèle. Forcément, à 100 € le soin, on se doute que ces clients, c'était plutôt des clients premium, surtout s'ils sont fidèles. Donc elle avait une certaine clientèle. Bon. Pour compenser sa perte de chiffre d'affaires, donc liée toujours au coronavirus, au confinement, pendant 2 mois, elle n'a pas eu de chiffre d'affaires, elle souhaite élargir ses prestations pour attirer un nouveau public. Elle décide de mettre en place un service de soins sécurisé, entre guillemets. Donc elle va expliquer ce que c'est. Donc elle insiste sur les démarches sanitaires qu'elle respecte. Pour être certaine d'avoir de nouveaux clients, elle se met à la place des clients et estime que 100 € pour ces dernières prestations, c'est peut-être un peu cher. Elle décide de faire une réduction de 20 € pour les nouveaux clients. Est-ce que selon vous, c'est une bonne approche? Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous demander de ne pas y répondre par le chat. Je vais vous laisser juste 1 minute de réflexion autour des éléments qui sont évoqués. Et moi, je vais y répondre et je vais vous dire ce que j'en pense de cette stratégie. Donc, je vous laisse juste 1 minute de réflexion que je suis en train de chronométrer et je vous reprends à la fin de cette minute. Donc voilà, je vous ai laissé un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je vous ai dit en termes d'exercice. Donc, est-ce que c'est une bonne approche? Bon, faire 20 € de réduction pour ces nouveaux clients, c'est une bonne approche. C'est une approche commerciale qui peut être intéressant uniquement si elle les fidélise. Parce que du coup, si elle dégrade ses soins premium de 100 € à 80 €, du coup, c'est pas forcément intéressant. Donc, la condition pour que ce soit une bonne approche, c'est que ces nouveaux clients, elles puissent les fidéliser. Alors, c'est une bonne approche, oui, mais parce que du coup, que vous en pensez et quel va être l'impact sur ces anciens clients, ces clients les plus fidèles? On ne le sait pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'étude d'impact et ça, il va falloir qu'elle le mesure et qu'elle l'estime elle-même. Il va falloir qu'elle puisse savoir si le fait de proposer 20 € de mois à ses nouveaux clients, ça va avoir un impact sur ses clients fidèles. En tant que conseiller économique, j'aurais tendance à dire que non, car il s'agit d'un prix pour la première prestation. Mais il faut quand même évaluer ce risque. Bref, vous voyez, cette stratégie commerciale, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de capter des nouveaux clients à un prix plus avantageux parce qu'ils ont été impactés par le coronavirus. Mais par contre, pour que cette stratégie soit une réussite, il faut fidéliser la clientèle nouvelle. Et du coup, il faut mettre en place peut-être un fichier client avec un code spécifique pour les nouveaux clients et mettre en place un service de relance par SMS ou par mail leur indiquant « Bonjour, vous avez bénéficié de 20 € de remise sur votre première prestation. L'avez-vous apprécié? Pouvez-vous répondre à cette démarche alors, je ne sais pas, ça peut être un questionnaire en ligne. Qu'avez-vous pensé de la première prestation? Qu'aurez-vous amélioré? Et en fait, ça va donner du retour de vos clients. Et ça va avoir un super effet. Mais bon, donc, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir fait une réduction de 20 €, c'est aussi l'utilisation
que vous en aurez fait donc de ces nouveaux clients par la suite. Donc voilà, je vais finir ma présentation et ensuite passer à la parole donc à ma collègue Aline. Et pour finir, je vais vous parler des outils numériques. J'ai hésité à mettre les outils numériques. Pourquoi ? Parce que c'est une demande qui est plus que récurrente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un artisan qui me fait une demande sur de l'accompagnement au développement commercial, ça passe toujours par les outils numériques. Sortez-vous ça de la tête. Les outils numériques, c'est un des outils. Il existe d'autres outils. À l'ère du numérique, oui, l'outil numérique, c'est une des stratégies possibles importantes. Il faut l'envisager. Ce n'est pas la seule stratégie. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un site internet qui vous a coûté 3 000 ou 4 000 euros que vous allez forcément avoir de nouveaux clients. Déjà, pourquoi ? Parce que votre site internet, si vous le faites faire par un prestataire extérieur et que vous n'y connaissez rien, vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas savoir vous en servir et vous n'allez pas savoir communiquer. Par exemple, en chambre de métier, nous avons des numériciens qui, sous certains dispositifs, vous permettent de créer avec vous des sites internet. Mais surtout, ils ont une démarche pédagogique, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent comment vous utilisez le site internet et comment vous faites pour faire des modifications. Donc ça, je vais vous l'expliquer un petit peu, pas de manière technique, mais les différentes solutions qui s'offrent à vous pour utiliser ces outils numériques. On en identifie 3 grands types. Les réseaux sociaux, les sites de réservation en ligne et les sites marchands. Les réseaux sociaux, on en entend tous parler. Ça va être Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, à savoir que déjà, des réseaux sociaux, ce terme, il regroupe des choses hétérogènes. Facebook s'adresse à un public plus âgé. La moyenne d'âge sur Facebook est autour de 45 ans. Il faut le savoir. C'est un réseau social qui s'adresse donc aux personnes qui ont cet âge-là. Mais ça reste le réseau le plus utilisé. Si on reprend Instagram, la moyenne d'âge sur Instagram est beaucoup plus faible. Elle est de seulement 30 ans. On perd 15 ans de moyenne d'âge. Donc, le public sur Instagram, qui est aujourd'hui de plus en plus nombreux, il est plus jeune. Et sur LinkedIn, c'est essentiellement un réseau de professionnels. Donc, si vous ciblez uniquement des particuliers, eh ben, vous n'avez rien à faire sur LinkedIn. LinkedIn ne sera pas un bon réseau pour vous. Ou en tout cas, pas dans le cadre du développement de votre activité. Ils ont aussi des buts différents. Facebook, clairement, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes d'euros dépensés. C'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, nos numériciens nous le disent, vous allez avoir plus de retours que sur n'importe quel autre support de communication. C'est vrai. Facebook, c'est un vecteur de communication qui est très important, mais il s'adresse à une certaine communauté. Instagram, par exemple, chez les jeunes, est beaucoup plus utilisé. Si votre clientèle, c'est typiquement les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, et ben à ce moment-là, votre réseau, ça ne sera pas forcément Facebook, ça va être Instagram. Les publications peuvent se faire en dualité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien publier sur Facebook et que la publication aille sur Instagram en même temps. Donc, ça peut être aussi efficace d'avoir les deux. Bref, vous comprenez, les réseaux sociaux, ce sont des solutions efficaces, mais quand elles sont envisagées dans une bonne stratégie, dans une stratégie globale, et pas juste pour créer un réseau social. Elles ont l'avantage aussi, ces solutions de réseaux sociaux, d'être gratuites. Donc ça, c'est super important pour vous qui cherchez souvent des économies et à créer des supports de communication gratuits. Donc c'est gratuit. Par contre, c'est chronophage parce que un bon support, c'est-à-dire un bon outil Instagram ou un bon outil Facebook, une bonne page Facebook, ça s'entretient. C'est pas juste quelqu'un d'extérieur qui va le faire à votre place. Non, c'est vous qui, toutes les semaines, devez envisager de poster au moins une chose. Une story, une publication, la participation à un événement. Il faut toujours être dans le coup. Donc, c'est chronophage. Si vous n'êtes pas chronophage, les réseaux sociaux seront bien moins efficaces. Et comme je vous l'ai dit, dans les inconvénients, il faut cibler sa population. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous adresser à tout le monde. On va passer maintenant aux sites de réservation en ligne. Ils ont beaucoup d'avantages, les sites de réservation. Ils sont rapides, ils sont simples à utiliser et ils vous permettent d'avoir un suivi des clients, parfois même de manière statistique, et ce qui vous permet de ne pas avoir de base de données parce que le site de réservation en ligne, si vous passez que par lui, il a un très bon sourcing. Il permet de tout répertorier. C'est le cas pour un des coiffeurs que j'accompagne sur l'île. Il utilise Planity. Et du coup, il a un logiciel qui lui permet de voir quel type de population, parce que ça nous pose pas mal de questions quand on réserve chez lui, je l'ai déjà fait, quel type de population il a, quand est-ce qu'ils viennent, à quelle fréquence. Et du coup, il a un super outil numérique
qui lui permet de regarder, bah, là, c'est peut-être intéressant, vu la population que vous avez, c'est peut-être intéressant de faire une démarche par SMS. Ou au contraire, bah non, j'ai que des personnes âgées qui viennent chez moi, elles seront pas sensibles au SMS ou au mail, j'utiliserai un autre support de communication. Par contre, elles ont un inconvénient, ces plateformes, c'est qu'il y a un pourcentage qui est pris par la plateforme. C'est-à-dire que c'est pas 100% dans votre poche. Il y a un pourcentage qui est pris par la plateforme. Si vous êtes VTC, vous connaissez forcément Uber. Uber, bah, il y a 25% du prix de la course qui est pris par Uber. Donc voilà, il y a un coût à ces réservations en ligne. Ça vous simplifie effectivement le suivi numérique. Par contre, ça coûte un petit peu cher. La troisième solution, vous voyez, je l'ai mise qu'en troisième. Hein. Moi, je l'ai pas mise en premier ni en deuxième. Les sites marchands, donc ce qui parfois est identifié par certains comme le principal outil de communication. Ben moi, vous voyez, je l'ai mis qu'en troisième position. C'est les sites marchands. Donc effectivement, ça vous garantit par contre une belle visibilité sur Internet si vous savez communiquer autour. Ça vous permet ça permet à vos clients de faire des achats en ligne. Par contre, les inconvénients, c'est que le coût est élevé parce que vous le faites souvent pas vous-même, vous le faites faire. Et ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Et les difficultés pour le mettre en place et pour l'entretenir, parce que la personne qui vous l'a mis en place, parfois elle vous l'entretient, mais c'est pareil, c'est payant, c'est un forfait, et du coup, c'est pas gratuit. La meilleure des stratégies, c'est un combiné de ce que je vous ai mis, donc une stratégie numérique, c'est avoir un site marchand que vous relayez par vos réseaux sociaux et d'avoir un site de réservation en ligne. Si vous combinez les trois dans une stratégie globale intéressante, vous allez forcément avoir des résultats. Je ne dis pas que vous allez doubler votre chiffre d'affaires, vous allez forcément avoir un impact positif et ça va répondre à l'enjeu prioritaire aujourd'hui qui est quelle solution j'apporte à mes clients par rapport au coronavirus. Et vous le voyez, le numérique, c'est une des solutions. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la seule. Voilà, je vais laisser prendre parole à ma collègue. C'est pas tout à fait français ce que j'ai dit. Bref, je vais laisser Aline prendre la parole pour la partie qui va suivre. Alors, donc, comme vous l'expliquait Thomas lors de la présentation, une bonne stratégie commerciale, c'est une stratégie qui est adaptée à vous, à votre entreprise, à votre marché. Donc, pour cela, en fait, la Chambre de métier vous accompagne. Donc, nous sommes présents sur tout le territoire des Hauts-de-France. Nous avons des antennes sur toute la région. Donc, les chargés de développement économique peuvent vous accompagner sur votre développement commercial. Donc, l'idée, c'est de monter ensemble le plan d'action. Nous vous accompagnons donc de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on va construire ensemble votre plan d'action, définir des objectifs, créer des outils qui seront vraiment adaptés à votre situation. Donc, nous avons la possibilité d'accompagner ce qu'on appelle de jeunes entreprises, donc des entreprises de moins de 3 ans hein, dans le cadre du plan Starter, mais également des entreprises plus âgées, donc dans le cadre du plan Booster. Cet accompagnement sur le développement commercial est possible, mais nous pouvons également vous accompagner sur d'autres thématiques et notamment donc sur le numérique. Donc Thomas en a parlé lors de la présentation. Nous avons une équipe de numériciens qui est vraiment spécialisée dans cette démarche. Donc pour mettre en place tous les outils numériques qui seraient nécessaires en fait à la mise en place de votre stratégie. Ça pourrait être par exemple créer votre site internet, travailler avec vous sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, encore une fois, en fonction de la stratégie définie en amont. Nous vous accompagnons également au niveau de la Chambre de métier par le biais de nos formations. Donc nous mettons régulièrement en place des formations, notamment sur le développement commercial et sur le numérique. Donc notre catalogue de formation est disponible sur notre site internet. Des modules de formation devraient également être mis en place à distance très prochainement. Donc, une autre possibilité également pour être accompagné et suivi par la Chambre de métier, c'est donc de devenir client Pass CMA Liberté. Alors, qu'est-ce que c'est le Pass CMA Liberté? En fait, c'est un système d'abonnement. Vous vous engagez en fait pour 1 an minimum avec un abonnement donc qui vous coûte 19 € par mois.
Et grâce à cet abonnement, en fait, vous allez bénéficier de services un peu privilégiés. Donc, le coût des formalités au répertoire des métiers va être pris en charge, donc notamment lors de la création, mais également a posteriori. Donc, le coût aussi, donc l'appui conseil est donc pris en charge. Vous bénéficiez donc de 3 jours de formation pris en charge. Donc ça peut être notamment des formations sur le développement commercial ou sur le numérique ou sur d'autres sujets transversaux. Vous bénéficiez d'une assistance téléphonique et vous avez donc un interlocuteur unique. C'est un conseiller de la chambre de métier qui est vraiment votre porte d'entrée à la chambre de métier. C'est-à-dire que voilà, vous avez une question, une précision à demander sur votre entreprise, une difficulté rencontrée. Votre conseiller, votre interlocuteur unique est là, il est présent pour répondre vraiment à vos interrogations. Le passé à ma liberté, c'est également donc un diagnostic numérique, donc une étude un petit peu de comment vous vous positionnez aujourd'hui vis-à-vis de l'utilisation du numérique, pour faire le point justement, vos points forts, vos axes de développement, pour voir un petit peu aussi les outils qu'on pourrait mettre en place par ailleurs. Donc, pour résumer, donc un numéro à retenir, donc le numéro de la Chambre de métier Hauts-de-France, donc le 09 72 72 72 07, que vous pouvez contacter donc pour prendre rendez-vous avec un conseiller d'entreprise. Donc, nos collègues vous orienteront en fait vers un rendez-vous qui pourra actuellement se faire soit en face à face, dans une des antennes de la chambre de métier, éventuellement en entreprise, mais également dans le cadre actuel, à distance, donc soit par téléphone, soit par visio, à définir avec vous. Donc pour vous accompagner sur ces différents dispositifs, sur le développement commercial, sur le numérique, mais nous sommes également présents pour vous accompagner sur d'autres thématiques. D'autres webinaires sont mis à disposition, mais d'autres accompagnements sont possibles. Si vous avez besoin de réorganiser votre entreprise, votre activité, faire un point sur les risques professionnels aussi pour vos salariés, ce sont d'autres sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner. Donc, je crois qu'on va faire maintenant un point sur les questions. Donc, si vous avez des questions, des précisions à demander, n'hésitez pas à passer par le chat. Thomas et moi allons tenter d'y répondre. Du coup, je vais mettre fin au partage d'écran. Je vous laisse bien noter le numéro de téléphone qui s'affiche, donc 09 72 72 72 07, pour ensuite avoir des contacts avec nous. Voilà. Je vais mettre fin au partage d'écran. Alors, une première question, mais je crois que je vais y répondre. Certaines formations peuvent se faire en visioconférence. Alors, je vais répondre. Nous avons mis en place depuis 3 semaines maintenant des formations à distance. Alors, c'est pas en visioconférence, c'est à votre propre rythme. Vous vous formez quand vous voulez. Vous avez un mois pour suivre la formation une fois que vous êtes inscrit. Et donc, c'est pas du direct. Vous le faites quand vous voulez. Des formations commerciales, des formations en gestion. C'est possible, oui. Formation éligible. Formation, si vous avez des droits. Il y a des questions qui sont en cours de rédaction. On va attendre un petit peu. Est-ce que la formation de 3 jours numériques est continue ou espacée? Alors, il me semble bien que c'est une journée par semaine sur 3 semaines consécutives, cette formation-là.
Oui, oui. Je remets dans le chat le numéro de téléphone et le mail de contact. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Pas d'autres questions? Apparemment, Maureen, c'était clair. Ok, je voyais Anitra qui était en train de taper. Si. Alors, est-ce que c'est valable aussi un accompagnement sur la démarche juridique? Tout dépend de ce que vous appelez démarche juridique. Là, contactez-nous et puis on verra en détail vos besoins. Si c'est trop pointu au niveau juridique, on n'ira pas. Hein. Si c'est pour vous rédiger des statuts de société, par exemple, on ne le fera pas pour vous, mais on peut vous aiguiller, donner déjà des premiers renseignements en juridique. Pas de questions de mon côté. Bon, moi, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de terminer ce webinaire. On vous remercie pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous recontacter. Je vous redonne le numéro qui est aussi disponible dans le chat au 09 72 72 72 07. Si vous avez d'autres questions comme ça, nous pourrons continuer à vous répondre. On vous remercie et puis on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.